La République gabonaise a désormais une nouvelle constitution. La cérémonie de la signature des actes de cette dernière a eu lieu. L'événement a été présidé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous le verrez. Les magasins de l'entreprise Faubert Gabon de Libreville peuvent réouvrir après la période d'enquête qui ont permis d'analyser l'ensemble des produits incriminés. Ce sont les titres de ce 13h. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à tous. En ouverture, et je vous le disais en titre, la cérémonie de signature des actes de la nouvelle Constitution s'est déroulée hier. L'événement a été présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, un fait historique qui marque l'événement de la 5e République dans notre pays. On fait le point avec Bienvenue Miko, Barthel Boisse et Cédric Aleka. Libreville, place de la Libération, jeudi 19 décembre 2024. Le soleil, en cette matinée, approche sereinement du zénith. La patrie gabonaise aujourd'hui ouvre une page nouvelle de son histoire avec la cérémonie de signature des actes de la nouvelle loi constitutionnelle. Ce jour a marqué d'une pierre blanche dans la conscience de tous les Gabonais. Ceux d'aujourd'hui et ceux de demain lorsqu'ils verront les images que vous allez conserver à partir d'aujourd'hui, les images de ce jour. Cette constitution marque le passage vraiment à une nouvelle ère dans notre pays. Nous allons passer à une étape où notre pays s'élève un peu plus avec tous ses citoyens vers cette félicité tant sollicitée par nos aînés, par les pères fondateurs de notre pays. C'est un moment historique parce que d'aucuns pensaient que la transition allait accoucher d'une souris, mais là nous voyons que même le chronogramme que le président a prévu est très respecté. À tour de rôle, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, celui en charge de la réforme des institutions et le Premier ministre, chef du gouvernement, confirment leur engagement avec la pose de contre-seing avant l'acte de signature du président de la transition qui scelle l'avènement de la 5e République. Vous, peuple gabonais, souverain primaire, me donnez aujourd'hui l'opportunité de rendre officiel, au travers de cette cérémonie éponyme, son intégration dans l'ordonnancement juridique interne du Gabon. Je suis d'autant plus heureux de le faire, car cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif, d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé. Adoptée par voie référendaire le 16 novembre dernier à 91,64%, la Constitution promulguée a été remise symboliquement au juge constitutionnel. Le document paraphé ce jour, place de la Libération, est conforme aux aspirations du peuple gabonais depuis le coup de la libération du 30 août 2023. Il se situe aux antipodes de l'ordre ancien. C'est manifestement la matérialisation ici de l'aspiration en faveur d'une constitution adoptée avec le citoyen gabonais au centre de tout le processus. Nous voulons croire avec force et résolution que la transition en République gabonaise, sous votre haute impulsion, tiendra ses engagements envers la patrie et le peuple gabonais. Aujourd'hui, à travers cette belle parade militaire et ces instants de communion partagée, le peuple réuni ici célèbre encore l'essor de la patrie vers la félicité. Un conseil des ministres s'est tenu hier au Palais du Bord de Mer. Les travaux de ce tour de table ont été dirigés par le président de la transition. Cette séance de travail a permis de revenir sur les dossiers urgents de l'heure. Aline Zila et Armand Mopende. Plusieurs semaines après la tenue du dernier Conseil des ministres, un autre, probablement le dernier de l'année, s'est tenu ce jeudi. Comme à l'accoutumée, le tour de table est dirigé par le président de la transition et se tient au moment où notre pays procède à la signature de la loi constitutionnelle et du décret de promulgation de cette dernière.
C'est donc un conseil de ministres qui s'inscrit dans un contexte particulier avec des réformes structurelles en cours où des décisions cruciales sont attendues afin de poser les bases dans la continuité d'un Gabon nouveau. Ce rendez-vous s'articule autour du bilan des actions du CTRI avec un regard particulier sur les réalisations en cours et en perspective pour le bien-être des Gabonais. Au cours de ce conclave, plusieurs projets de textes réglementaires ont été soumis. À l'échelle internationale, le Conseil des ministres s'est réjoui des différents séjours du numéro 1 gabonais effectués en Belgique, en Égypte, au Sénégal, en France et récemment au Cameroun où le général Brice Clotaire Oligui a pris part aux côtés de ses pairs au sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale afin de se pencher sur la situation économique de cette institution de la sous-région Afrique centrale. La police sanitaire et phytosanitaire de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire vient de procéder à la deuxième descente de terrain dans les entrepôts de Faubert-Gabon pour la vérification des produits mis sous scellé avec leur destruction qui aura lieu ce vendredi. On fait le point avec Rodolphe Mukambi-Mboma. 14 jours après la descente qui a révélé le scandale sur plusieurs produits de grande consommation à Faubert, la police sanitaire et phytosanitaire, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, foule à nouveau le site de l'entreprise qui fait grand bruit. Dans un établissement, il y a des produits qui ont été constatés à DLC dépassé, c'est-à-dire dans la limite de consommation dépassée, donc pour lesquels on ne peut plus consommer. Tous ces produits ont été saisis et sont voués à destruction. Comme vous avez pu le constater, nous avons fait le tour pour vérifier si tous les produits saisis étaient toujours encellés, et ce qui est le cas. Et les camions sont en train de collecter pour les envoyer à l'incinérateur. C'est également la réouverture de l'entreprise ainsi que la reprise progressive de ses activités à titre conservatoire. Lorsqu'on fait une inspection, il y a des non-conformités qui peuvent être mineures, pas de gravité pour la santé, mais dans le processus hygiénique, ce n'est pas beau à voir. Mais l'opérateur, en tant qu'agro-industrie, se doit de mettre ces mesures conservatives en application. Donc chaque usine, en fonction de ce qui a été constaté, a un programme bien déterminé de mesures conservatoires à mettre en œuvre avant de recommencer à rentrer en production. Pas de panique sur la consommation de certains produits. Ceux qui sont mis sur le marché ne sont pas impropres à la consommation. Les produits produits par Coca-Cola, incriminés par les lots qui n'avaient pas reçu d'autorisation d'extension de DLUO sont saisis en usine parce que c'était les produits produits. Tous les produits mis sur le marché ne sont pas nocifs pour la santé. Lorsqu'on fait une inspection, il y a des contrôles documentaires d'abord, ensuite on a le contrôle physique et plus loin on a le contrôle analytique. Et ce qui a conduit principalement à la fermeture de l'usine de Coca-Cola. Les dates limites d'utilisation optimales ne sont pas en principe nocives pour la santé du consommateur, mais pour faire ces extensions, l'opérateur a besoin de l'autorisation de l'administration compétente qui est l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Faubert-Gabon est à nouveau ouvert avec la consigne claire de corriger les griefs constatés. Les 1500 employés du groupe au Gabon vont regagner timidement leur lieu de travail, scellé depuis le 4 décembre 2024. Après près de 8 900 milliards de son PIB généré à travers l'artisanat chaque année, le Maroc pourrait être un exemple pour le Gabon dans le domaine de l'artisanat. La visite des structures de formation et d'encadrement des jeunes apprentis par la délégation du ministère du Tourisme et de l'Artisanat pourrait booster cette vision. Yannick Menga pour les détails. Aujourd'hui, nous avons assisté et fait le tour des centres de formation pour les artisans et nous avons été émerveillés par la prise en charge du savoir-faire au niveau de ces centres et que nous espérons importer au niveau du Gabon parce que vous savez, notre pays a des savoir-faire mais maintenant les structures d'encadrement manquent. Et donc nous sommes venus nous imprégner de l'expérience marocaine justement pour travailler sur les formations, que ce soit sur le plan théorique, pratique et sur le plan institutionnel aussi. Il faut dire que la signature de la convention de partenariat le 7 octobre dernier entre les chambres de Rabat et du Gabon ouvre de nouvelles perspectives très intéressantes pour la formation, le renforcement des compétences de nos artisans. Au regard de grandes découvertes que nous venons de faire dans les différents centres de formation, nous envisageons dans un proche avenir une matérialisation par l'arrivée de plusieurs artisans gabonais pour mieux asseoir leur savoir avec les plateaux techniques que nous venons de découvrir. Les Gabonais ont du talent. Les objets exposés à Kenitra à l'occasion de cette mission démontrent à suffisance le savoir-faire de nos artisans gabonais. Et je crois que
de belles perspectives de collaboration sont en train de se dessiner qui vont nous permettre, nous aussi, de vendre le Made in Gabon à l'étranger, en profitant évidemment de l'appui marocain. Et pendant ce temps, à Libreville, le ministre de la Santé recevait en audience la directrice sectorielle du numérique pour l'Afrique centrale et de l'Ouest au centre de l'entretien, la digitalisation et l'interconnexion des structures de santé au Gabon. Dinel Tungi pour les détails. C'est la directrice sectorielle du numérique pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Joanna Konikova, qui a conduit chez le ministre gabonais de la Santé la mission de la Banque mondiale qui cofinance e-Gabon, un projet de digitalisation et d'interconnexion des structures de santé dont l'enjeu est précis. Accélérer la mise en œuvre du Gabon. Et si ce projet réussira, on va réussir de construire un système de santé le plus avancé du continent. Accéléré sur instruction du président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet e-Gabon Santé va franchir l'étape de son extension, les quelques obstacles ayant été levés. Nous avons beaucoup avancé dans ce projet et nous sommes dans une phase dite pilote qui consiste à implémenter véritablement le système au niveau des structures sanitaires. Et donc, 3 structures ont été préalablement déjà été concernées par cette phase. Et donc, cette mission de haut niveau, du niveau régional, des instances de la Banque mondiale, consiste évidemment à faire le point de cette première phase afin finalement de passer à la deuxième grande phase pilote qui devrait concerner une dizaine de structures hospitalières. Le ministre de la Santé, la directrice sectorielle du numérique de la Banque mondiale et leurs équipes se sont accordés sur l'urgence d'intégrer les nouveaux hôpitaux au projet. Dans Longounié, on parle de la fin des visites d'inspection du directeur général de la Société équatoriale et des mines dans la province de Longounié, dans le département de Tsambama-Gouté, district d'Ikobe. Il est allé constater les différentes réalisations de la dite société, cela en présence de Pélagie Mbiono et Tito Mohamed. C'est dans la province de Longounié que le directeur général de la Société équatoriale des mines et une forte délégation ont mis fin à la tournée d'inspection des sites en exploitation. Ici, sur le site de Kumba, Jude Ngwaeman est venu évaluer les différentes réalisations effectuées par la SEM au profit de la population locale et du personnel. Kumba est un site très important pour la SEM. C'est un site stratégique. La SEM, en tant que société d'État, tient vraiment à s'implanter durablement dans cette localité. Des actions louables qui rentrent dans le cadre de la politique RSE chère aux autorités de la transition. Aujourd'hui, avec la nouvelle direction de la SEM, on voit des réalisations à ICOP. Notamment, il y a un pont qui a été construit pour permettre aux populations de vaquer leurs occupations. La route a été faite, donc ils ont fait un forage pour permettre aux populations de ne plus boire de l'eau souillée. Et il y a aussi un dispensaire à la Seine qui permet aux populations de bien se soigner plutôt que de rallier Foucault ou l'Ambarénie quand ils sont en difficulté. Le premier responsable de la SEM a profité du séjour pour renforcer les liens avec la population en organisant un arbre de Noël avant l'heure à l'endroit des enfants. La remise des jouets pour des jeunes, des enfants de la contrée de Kumba pour célébrer Noël en toute tranquillité. Et il a pensé à nos enfants, vraiment ça nous va droit au cœur. Voilà des réalisations qui augurent des lendemains meilleurs pour la population locale qui vit à proximité des sites d'exploitation. Ouverture à Libreville d'un atelier de formation des formateurs pour le contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone, une formation destinée aux douaniers. L'initiative est de la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature sous le regard du ministère de l'Environnement du conflit homme-faune. Guy Frendombian.
Renforcer les compétences techniques et pratiques des agents de la douane en charge de la détection et du contrôle des produits contenant des substances néfastes pour la couche d'ozone, c'est entre autres l'objectif de cette formation initiée par le Bureau national ozone et le consultant national ozone. La douane, c'est la vitrine, c'est le passage de toutes les substances que nous utilisons. Pour que ça rentre dans le pays, il faut que ça passe par la douane. Donc nous souhaitons que la douane soit outillée pour que la douane travaille en étroite collaboration avec le bureau Ozone. Il est ici question de veiller à l'application du protocole de Montréal. Partout dans le monde, les administrations douanières sont en première ligne pour faire appliquer le protocole de Montréal. Les douaniers qui surveillent et contrôlent les mouvements transfrontaliers des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de gaz fluorés s'assurent que les marchandises acheminées sont conformes aux dispositions commerciales du protocole. En luttant contre le commerce illégal de ces substances, les autorités douanières jouent un rôle crucial dans les efforts de la communauté internationale visant à préserver la couche d'ozone et à combattre le changement climatique. Avec l'éradication de certains fluides frigorigènes d'ici 2030, le Gabon met tout en œuvre pour la matérialisation de cet agenda. Allons à présent dans le commun mandat pour parler de la Chambre provinciale des comptes d'Ontoum qui a effectué sa rentrée judiciaire. Les greffiers nouvellement promus ont été installés. La cérémonie relative s'est déroulée en présence des autorités du département. On en parle avec Evra Mata et Guissèche Dizambou. L'année judiciaire 2024-2025 est effective à la Chambre provinciale des comptes d'Ontoum. Elle est ouverte par cette audience solennelle des rentrées, ponctuée par l'installation des 4 greffiers nouvellement affectés dans cette juridiction. Les promus ont été appelés à exercer avec exemplarité leurs charges. Les greffiers sont astreints sous peine de nullité de la procédure à des obligations spécifiques, notamment l'obligation d'assister les magistrats dans tous les actes prévus par la loi, l'obligation d'authentifier les actes de la procédure. Les greffiers sont en outre tenus sous peine de sanctions disciplinaires à l'obligation de discrétion, l'obligation de résider dans la ville de leur juridiction. Pour ce nouvel exercice judiciaire, l'instance financière d'Ontoum compte jouer pleinement son rôle de gendarme de l'action budgétaire des structures publiques de la province. La Chambre provinciale des comptes d'Ontoum, en application des dispositions des articles 97 et 98, a pour mission principale le jugement des comptes de gestion des comptables publics des collectivités locales de la province de l'Estuaire, ainsi que ceux de leurs établissements publics, le contrôle budgétaire et de la gestion des collectivités locales, des administrations et services publics locaux, la déclaration et l'apurement de gestion de faits découverts lors des contrôles budgétaires et de gestion, la sanction des fautes de gestion découvertes également lors des contrôles budgétaires et de gestion. La rentrée judiciaire de la Chambre provinciale des comptes d'Ontoum s'est déroulée en présence des autorités administratives, unitaires et des parents des greffiers nouvellement installés. Les enfants malades et hospitalisés au centre hospitalier universitaire de Libreville ont été visités. Les bienfaiteurs ne sont pas partis les mains vides, avec eux des cadeaux pour donner du sourire à ces enfants en cette période de Noël. Jean-Augustin Zingui et Louis Bestar Lenyongo étaient avec eux. Mettre un peu de chaleur dans les cœurs des petits enfants malades et internés au centre hospitalier universitaire de Libreville, c'est le sens à donner à cet élan de partage et de solidarité du Rotary Club Libreville Sud qui vient avec la participation italienne offrir des cadeaux à ses enfants en cette période de fête de la nativité et de fin d'année. L'objectif du Rotary cette année, c'est de créer la magie dans la société. Et je pense qu'une des magies, un des bonheurs qu'on peut offrir justement aux enfants qui sont hospitalisés, c'est de leur permettre de vivre Noël comme s'ils étaient à la maison, comme nous, nos enfants qui sont en parfaite santé pendant cette période. Donc nous sommes là juste pour donner à ces enfants du sourire aujourd'hui, en leur offrant un tant soit peu ce petit présent pour leur permettre de passer un Noël bien que différent parce qu'ils ne sont pas à la maison, à l'hôpital, mais quand ils reçoivent quand même le présent, ils se souviendront que la société n'a pas oublié parce qu'ils sont souffrants. L'acte de générosité du Rotary Club Libreville Sud, le deuxième du genre en moins de 2 mois. Ce que vous venez de faire là
va rester marqué dans leur souvenir à l'hôpital. On ne verra plus l'hôpital comme un lieu de piqûre, mais on va voir l'hôpital où on peut également jouer, où on peut également avoir un petit présent, et surtout à Noël. Les parents, je pense, vous seront également reconnaissants pour ce geste fraternel. Notons qu'il n'y a pas très longtemps, le Rotary Club Libreville Sud avait déjà offert des produits médicaux aux malades, mais aussi au personnel du CHUL. Melchi Obiang, le cinéaste gabonais, a procédé hier soir à la diffusion en avant-première de son long métrage intitulé « Au cœur des hommes », l'événement qui a vu la présence de plusieurs amoureux du cinéma gabonais été marrainé par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong. Le compte rendu avec Gabriel Guillain-Lemami et Évaré Santoutoum. Les studios Montparnasse à l'honneur à l'occasion de l'avant-première du long-métrage Au cœur des hommes réalisé par le cinéaste Melchi Obiang. Présenté au public, le film met en avant les faits de société accompagnés d'émotions qui peuvent avoir des répercussions sur le plan moral. Au cœur des hommes, c'est une histoire assez palpitante parce que c'est l'histoire d'un homme qui a donc l'habitude de tromper la vigilance de sa femme et de passer des week-ends ailleurs, en complicité avec son ami. Et donc, comme on dit souvent, 99 jours, 100e jour pour Dieu. Et puis, il va se faire attraper, mais de lui-même. L'avant-première de ce long métrage, Au cœur des hommes, intervient après le film Au cœur des femmes, produit par le même réalisateur et la même équipe, déterminée à mettre en valeur le cinéma gabonais. C'est pour nous, dans les studios Montparnasse, une façon d'attirer l'attention de chacun sur les choix que nous faisons dans la vie, les choix que nous faisons avec émotion, les choix que nous faisons en pensant tromper les autres alors qu'on se fait du mal d'abord à soi-même. Au cœur des hommes est donc une illustration parfaite de la promotion des valeurs de la société gabonaise, laquelle cadre avec la vision du président de la transition qui est celle de faire du Gabon une terre de cinéma. Vous avez choisi de mettre en lumière les émotions humaines, les fragilités, mais aussi la résilience de nos peuples. À travers ce film, vous redonnez aux spectateurs un espace pour la réflexion et l'identification. Votre œuvre prouve que le talent gabonais ne demande qu'à s'épanouir, pour peu qu'il bénéficie du soutien nécessaire. En dehors de cette avant-première, une caravane sera organisée dans le but de présenter le film au public dans les 9 provinces que compte le pays. On parle sport. Le tournoi de basketball Wilfried Lendibi a connu son épilogue au stade du Prytanée militaire de Libreville. C'est l'équipe de basketball For Life qui a été sacrée vainqueur de cette compétition corpo devant l'équipe de santé militaire. Retour sur les temps forts de cette compétition avec Fernand Zanvé et Guy Franklin Manguinga. Sur le parquet du Prytanée, la santé militaire en rouge affronte Basket for Life. Ici, les cartons s'enchaînent entre dribbles et tirs à 3 points. Les finalistes de l'édition 2023 ne manquent pas de concentration d'une seconde. Chaque action à la seconde compte. Finalement, au terme du jeu, Basket for Life gagne la rencontre 53-47. C'était un match difficile, très difficile, mais bon, on a tout donné. On a tout donné. Ce trophée, on l'a perdu l'année dernière. Cette année, on est venu pour le récupérer et le travail a été fait. Pour la santé militaire qui était à sa première participation, cette défaite permet de remettre les pendules à l'heure. Nous avons manqué d'adresse, il faut le dire. On a eu beaucoup de lancers francs que nous n'avons pas convertis. Et je pense que c'est surtout ça, sur ça que le match s'est joué. On a perdu, on a laissé beaucoup de points en route, comme on dit dans le jargon, en ne convertissant pas tous les lancers francs qu'on a pu avoir. Les organisateurs, quant à eux, dressent un bilan plutôt positif de cette 4e édition. C'est un tournoi corpo et nous avons eu des tranches d'âge allant jusqu'à 60 ans passés. Nous sommes fiers parce que les équipes s'impliquent dans ce tournoi et sont satisfaites des résultats à la fin. Ce tournoi corpo en mémoire de Wilfried Lendimbi, membre de la corporation Banja Corpo, a vu la participation de 6 clubs. Parmi les récompenses, celle du basketball féminin. Écho du code électoral, agenda des travaux, reportages, plateaux spéciaux. Écho du code, c'est sur Gabon Première.
Vous l'avez compris, on parle écho du code avec Rodolphe Mukambi-Mbouma. Une seule question, quels sont les éléments constitutifs d'un texte électoral? Les réponses dans ce reportage, Madame, Monsieur, c'est également la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Gabon Première. Sa définition est un classique qui peut être récité par tout observateur de la vie politique. Le code électoral, puisqu'il s'agit de lui, est en principe le corpus juridique qui régit les élections dans notre pays. Il regroupe de façon plus concrète les lois et les règlements relatifs aux différentes élections et précise pour chacune d'elles le mode d'organisation. La question du discrédit du code électoral tient compte d'une chaîne de facteurs. D'abord, la maturité des acteurs politiques, plus ce que vous avez rappelé, les dispositifs de modernité, les outils qui ont été mis en place, il faut être capable de croire en ces outils-là. Notre pays applique le code électoral du 12 mars 1996 selon les informations de la Direction générale des élections et des libertés publiques du ministère de l'Intérieur. Ce corpus juridique est subdivisé en 11 titres, 21 chapitres, 4 sections et 164 articles. S'il y a quelques orientations qui nous paraissent pertinentes, il y a d'abord la question de l'équité spatiale. Si on considère l'ancienne situation, on sait que on a par exemple dans l'ancienne carte électorale, l'ancien découpage, on avait des situations où on peut avoir un parlementaire élu pour l'Assemblée nationale avec 300 députés, un autre élu avec 3000 députés. Il y a une inéquité. S'il y a un travail à faire, entre autres, parmi les autres préoccupations à prendre, indépendamment des partis politiques, nous sommes ici en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est peut-être de réfléchir à une cohérence territoriale qui fasse en sorte que les élus soient à peu près à échelle minimalement à peu près égale sur le plan de la population qui les élit et puis le territoire. Dans son contenu, le code électoral en vigueur traite des aspects liés au mode de scrutin, aux conditions d'inscription sur la liste électorale, l'établissement et la révision des listes électorales, les cartes d'électeurs, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, les incompatibilités, la campagne électorale, les opérations de vote, le vote par procuration, les commissions électorales, le contentieux et les dispositions pénales. Pour cet universitaire, le dispositif législatif et réglementaire est certes solide, mais la notion de responsabilité des acteurs reste la principale préoccupation qu'il faudra résoudre. Ce n'est pas tellement peut-être le contenu du code électoral parce que les gens sont allés aux élections, mais ce qui a beaucoup plus posé problème généralement c'est le résultat. Donc le code électoral en tant qu'ensemble des règles, on a dit des dispositions législatives et réglementaires, beaucoup de ces règles sont bonnes puisqu'on a des cartes d'électeurs, on a un ensemble de variables qui passent. Ce qui pose problème, généralement, c'est le résultat qui a posé problème. Mais le résultat fondamentalement pour les élections présidentielles. Parce que je me permets de faire observer que si on devait faire une étude précise, ce qu'on a souvent convenu d'appeler la tour de Pise, donc la Cour constitutionnelle, il y a des résultats qui ont surpris plus d'un sur les autres élections hors la présidentielle, donc notamment les locales et la présidentielle, même ceux qui étaient des tenants du pouvoir, il y a eu un ensemble donc de sujets où les réponses de la Cour constitutionnelle ont étonné plus d'un, au sens où beaucoup ont eu des déconvenus qui étaient des chantres du système. Le gros du problème s'est posé au niveau de l'élection présidentielle, le résultat. On a tous entendu parler, on connaît toute la multiplicité des accords. Entre les accords de Paris en 1994 et toute une série jusqu'en 2023 sur la non-acceptation du résultat des élections présidentielles parce qu'on estimait que le code électoral, il y avait des failles. Mais comme je dis bien, c'est pas c'est pas l'enquête, c'est pas l'organisation, c'est pas la matrice du code électoral. Il y a des choses forcément à revoir, sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est le résultat qui posait problème. Donc à partir du résultat, on dit bon, on va revenir un peu sur le contenu. En l'état actuel des choses, nous sommes dans la phase d'élaboration d'un nouveau code électoral avec une commission dédiée. Les récriminations qui reviennent, ce sont la question du résultat final. On constate souvent qu'il est tranquille, a été faussé. Pourquoi? Parce qu'on se dit le résultat final dans les urnes, dans les différents bureaux, les électeurs, on a relevé tous, l'Union nationale vient de faire des recommandations fortes à l'endroit de la commission.
les résultats dans chaque salle souvent ne sont pas disponibles pour tout le monde. Il y a tout un ensemble. Le convoyage des résultats, souvent, on considère qu'il n'y a pas de crédibilité là-dessus entre le point où partent les bureaux, les urnes, et pour le centre d'assemblage, etc. Et tout. Si le premier code électoral clairement établi de l'histoire de notre pays n'est intervenu que le 11 mars 1993, ce dernier a tout de même subi depuis 1998 plus de 19 modifications, dont la dernière date seulement du 5 août 2024, cette fois sous l'ère de la transition. Qu'en sera-t-il pour celui qui est en cours d'élaboration? Va-t-il subir le même sort des 30 dernières années? Mystère.